Bonjour à tous, ici la Miss Adem, envoyée spéciale du conseil municipal des enfants de la ville des Mureaux. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du château de Bicheville qui fait partie du patrimoine de notre commune. Pour en apprendre un peu plus sur ce monument, nous allons rejoindre Patricia Cabouillet qui nous attend. Bonjour madame, vous êtes chargée de patrimoine au service culturel de la ville. Nous voici donc devant le château. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la particularité de cette demeure? Bonjour la Miss, bonjour Adam. Je vous présente le château de Bicheville. Ce château a été construit en 1855 jusqu'en 1865. Sa construction a duré 10 ans. Et on le doit à un célèbre architecte parisien qui s'appelle Henri Parent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'adresse du château, c'est rue Henri Parent. 10 ans, c'est très long. Pourquoi ça a duré aussi longtemps? Eh bien, à cette époque-là, lorsqu'un riche aristocrate confiait la construction de sa maison à un architecte, en fait, il lui demandait de tout faire. La décoration, l'aménagement, l'ameublement, absolument tout. Voilà pourquoi ça a pris 10 ans, de sorte que lorsqu'il est arrivé ici en 1865, il n'y avait plus qu'à s'installer, tout était prêt. Quel est le style architectural de ce château? Alors, le style architectural de ce château, puisque nous sommes sous le Second Empire, Napoléon III, eh bien, c'est le style Second Empire ou Napoléon III. À cette époque, la particularité, c'était de copier le style du passé. Mais pourquoi donc à cette époque on préférait copier des styles du passé? Eh bien, c'est la mode. Et ici, la mode, c'est le style de château de Versailles, le château de Louis XIII, avec les particularités de Louis XIII, c'est-à-dire les murs en briques roses, du chaînage en pierre de taille et une toiture pentue noire, exactement comme le château de Versailles. C'est immense comme maison, il doit y avoir beaucoup de pièces. C'est immense en effet. Il y avait 35 pièces réparties sur 2000 mètres carrés plus les combles, avec 3 niveaux d'habitation pour les maîtres de maison, à savoir le rez-de-chaussée pour les réceptions, premier et deuxième étage pour les parties privées. Le personnel de service travaillait au sous-sol et dormait sous les combles. Venez maintenant, je vous emmène à l'arrière du château. Avec plaisir, on vous suit. Et dites-moi les enfants, d'après vous, sur cette terrasse à cette époque, qu'est-ce qu'on pouvait admirer? La forêt? Pas du tout. Plus loin, au-delà des arbres, qu'est-ce qu'il y avait? Un bassin tellement grand qu'on pouvait même y faire du canot. Maintenant, je vous invite à pénétrer à l'intérieur du château et exceptionnellement pour vous, aujourd'hui, nous allons passer par les portes-fenêtres qui sont là. Venez, aujourd'hui, c'est nous les châtelains. Eh bien, nous voici donc dans la plus grande pièce du château. Elle mesure à peu près 80 mètres carrés, c'est le grand salon. Et lorsque les maîtres des lieux recevaient leurs invités, parce qu'ils étaient très nombreux, on ouvrait les doubles portes qui se trouvent de part et d'autre de ce salon, de manière à pouvoir circuler dans tous les salons, puisqu'il y avait la réception qui se tenait sur l'ensemble du rez-de-chaussée, tant il y avait d'invités. Est-ce que des personnages célèbres ont séjourné dans le château? Absolument. Il y a eu des personnalités locales et des personnalités nationales. Tout d'abord, le domaine de Bicheville a été créé au tout début du XVIIe siècle par le seigneur des Mureaux. Plus tard, à la fin du XVIIIe siècle, Paul-Louis Randon de Lucenay, il achète le domaine. Il a été d'ailleurs très apprécié de la population muriotine pendant la Révolution française puisqu'il a été très généreux avec les habitants. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui on trouve la rue de Lucenay, non loin d'ici, aux Mureaux. Ensuite, nous avons une personnalité nationale, connue nationalement, celui-ci, c'est le comte Pierre Daru. En 1811, il achète le domaine. Et qu'est-ce qu'il a fait pour être si célèbre? Alors, le comte Pierre Daru, c'était l'intendant général de la grande armée de Napoléon Bonaparte Ier. Ah bon? Il a côtoyé Bonaparte en vrai? Bien sûr, il a d'ailleurs accompagné l'empereur sur les champs de bataille contre la Russie. Et c'est pour ça qu'à Paris, sur l'Arc de Triomphe, on trouve sur le pilier Est le nom de Daru inscrit dans la pierre. On a également une rue Daru dans le 8e arrondissement. D'ailleurs, dans cette rue, il y a un restaurant russe qui s'appelle le Daru. Et puis, dans le plus grand musée du monde voulu par Napoléon Ier, il y a le pavillon Daru. Dans le pavillon Daru, il y a la statue la plus célèbre du musée du Louvre, c'est la victoire de Samothrace. Et pour atteindre la victoire de Samothrace, eh bien, il faut traverser la galerie Daru, monter les marches de l'escalier Daru, et derrière la victoire de Samothrace, on trouve la salle Daru dans laquelle est représenté le sacre de Napoléon peint par le peintre David. Et le comte Daru devait être très occupé et pas souvent chez lui. Sa famille habitait la demeure? Oui, et alors je vous présente la comtesse Alexandrine Daru, sa femme, qui a été d'ailleurs peint par le peintre David, celui qui a fait le sacre de Napoléon. Ici aux Mureaux, il n'y a pas de rue Pierre Daru, mais par contre, honneur aux femmes, il y a une petite rue qui s'appelle Alexandrine Daru, juste à côté de la médiathèque.
je vous présente la maison qu'a achetée Pierre Daru en 1811 pour y vivre avec sa femme et ses 5 enfants, dont l'aîné s'appelle Napoléon. Et pourquoi il a appelé son fils du même nom que l'empereur? Il n'était pas de la même famille pourtant. Eh bien non, mais c'est la mode. Puisque c'est l'empereur Napoléon qui est au pouvoir, eh bien on appelle son fils Napoléon. Donc vous constatez bien que ce château n'est pas le château actuel. Donc l'année de l'achat de cette maison, en 1811, le comte Daru, il reçoit sa famille, il reçoit son cousin. Son cousin fait partie des célébrités nationales, tout le monde le connaît, c'est Henri Bell. C'est un romantique, il adore écrire et il tombe amoureux de sa cousine. Mais sa cousine, c'est la femme de son cousin, donc ça ne fonctionne pas. Elle les conduit, il est triste, il s'en va, il quitte la France, il voyage, il va en Italie, il revient, il écrit, il devient célèbre et il écrit le plus célèbre de ses romans, Le Rouge et le Noir, sous le nom de Stendhal. Et ça, c'est un secret, parce que dans son roman, il raconte son histoire. Si vous lisez ce roman, vous serez dans cette maison, puisqu'il l'a décrit, en ayant changé tous les noms des lieux et des personnages. Et alors, le château actuel, quand est-ce qu'il a été construit? Eh bien, en 1829, à la mort du comte Pierre Daru, son fils Napoléon hérite du domaine. D'ailleurs, ce Daru-là sera également célèbre nationalement, puisqu'il a été ministre des Affaires étrangères de l'empereur Napoléon III. On le voit d'ailleurs ici, à côté de l'empereur, avec son portefeuille de ministre. En 1855, lorsque Napoléon Daru s'intéresse à son héritage, il trouve une maison trop ancienne, complètement démodée. Il choisit de la faire raser pour faire construire le château que nous avons actuellement par l'architecte Henri Parent. Mais il ne détruit pas tout. Il gardera les 3 dessus de porte qui sont ici, qui étaient dans l'ancienne maison des Champs que je vous ai montré tout à l'heure. Et ceux-ci, ils ont 250 ans, ils sont plus vieux que le château, puisqu'ils sont du XVIIIe siècle. J'ai entendu dire aussi qu'il y avait des fresques. Oui, exactement, vous êtes bien renseignés tous les deux. D'ailleurs, on va monter à l'étage, je vais vous les montrer. Ils sont dans une chambre. On y va ? Nous y voilà, voilà donc le décor pompéien. Est-ce que cela signifie qu'il a été réalisé à Pompéi? Non, pas du tout, mais il est directement inspiré des décors que l'on a retrouvés dans les villas romaines à Pompéi au XVIIIe siècle. La ville de Pompéi est en Italie, elle a été totalement détruite par le volcan le Vésuve en l'an 79 et on ne l'a retrouvée que 1700 ans plus tard. Et les personnes qui l'ont découvert ont trouvé ça tellement joli qu'ils en ont dessiné des croquis, ils les ont ramenés en France, ils les ont montrés à leurs amis et tout le monde a adoré ça et on les a recopiés pour les remettre dans les maisons en France. Et donc cette mode a commencé au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, à l'époque de la construction de ce château, eh bien c'était toujours à la mode. Merci beaucoup pour toutes ces informations, madame. Et aujourd'hui, que fait-on dans ce château? Eh bien, en 1953, la ville a acheté le château pour en faire une école. Et en 1977, c'est devenu le conservatoire Gabriel Fauré, du nom d'un compositeur du XIXe siècle. Et si on veut en apprendre plus sur ce château, à qui peut-on s'adresser? Eh bien, vous avez la bonne personne devant vous, puisque chaque année, pour les Journées européennes du patrimoine, qui se déroulent le 3e week-end du mois de septembre, il y a une visite du château et je vous invite à revenir avec vos parents et vos amis et votre famille. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions et de nous avoir fait découvrir ce magnifique château. Je vous en prie, je l'ai fait avec grand plaisir. Au revoir les enfants. C'était Lamis et Adam, envoyés spéciaux pour le conseil municipal des enfants à la découverte du patrimoine de la ville des Mureaux. Et vous imaginez autant de personnalités françaises liées à notre château?